Salam alaikum. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'indulgence, la collaboration et pour l'accueil. Alors pour faire le lien avec en plein milieu d'une session et ne pas tomber comme un cheveu dans la soupe, je suis dans une ASBL, donc une association sans but lucratif, et nous sommes en pleine réforme de la nomenclature aussi en Belgique, avec des objectifs de révision qui sont pour 2024. J'ai le plaisir de discuter avec vous de quelques cas de bilan thyroïdien. Et alors j'ai mis le zoom aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui nous tracasse ces dernières semaines sur l'interprétation des valeurs anormalement élevées de la TSH. Et alors je voudrais sincèrement remercier la Chambre syndicale des biologistes pour l'invitation à être présent avec vous aujourd'hui. Un honneur, et notamment Othman, Youssef pour votre invitation et un vrai plaisir d'être à Casablanca ce matin. Je viens de Bruxelles. Je travaille dans un hôpital universitaire, les cliniques universitaires Saint-Luc. Vous voyez, le labo est au centre, c'est la tour Franklin un peu plus grisée. On a 12 000 mètres carrés de plateau technique. On regroupe des activités d'anatomopathologie, biochimie, hématologie, microbiologie et biologie moléculaire. On a à peu près 300 collaborateurs qui sont dans le labo. Et on n'est pas trop loin de l'aéroport. Donc si des échanges doivent se déployer, on verra pour le cadre juridique après, parce que ça me semble compliqué, mais voilà, ouvert à toute forme de collaboration. Pour mentionner aussi qu'on a transitionné depuis 2 ans maintenant avec un nouvel EMR, dossier médical électronique, qui s'appelle EPIC. Ça a changé la manière dont on a accès à des données médicales lorsque l'on doit faire l'interprétation de bilans biologiques. Voilà, et je vous invite à découvrir les charmes de Bruxelles. Pour information, nous accueillerons Euromedlab 2025, qui est le congrès européen de biologie, sur Bruxelles. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors certains connaissent mes non-officials. La musique, spécialement la dance pop contemporaine de Belgique, les DJ belges. Un petit clin d'œil pour Lost Frequencies. Un gros clin d'œil pour Ashraf Hakimi. Et alors, bravo à l'équipe du Maroc pour la performance. Alors, la double performance. La demi-finale de Coupe du Monde et alors avoir battu la Belgique. Bravo. J'ai la double nationalité franco-belge, je le précise. Et alors aussi, dans les non-officials, le chocolat noir, 85%, je vous le recommande. Et alors j'ai dit un jour, je le ferai, le lien entre le chocolat, les neurohormones et la régulation des émotions. Si le sujet vous intéresse, je le prends pour une prochaine session. J'ai un petit cadeau à vous faire gagner ce matin. Et la question, elle est simple. Selon vous, quel est mon second joueur de football préféré ? Une main levée. Non, le second. Une main. Non. Messi, non plus. Non, il a failli signer au PSG, c'est dommage, mais non. Non. Oui. Mbappé ? Non, j'ai entendu à Mbappé. Qui a dit Mbappé ? La madame, oui. Vous préférez le 85%
ou avec une petite pointe de sel? Alors ce sera du 72%, je m'excuse. Bon, retour à la science. Retour à la science et au bilan thyroïdien. Vous connaissez le rôle extrêmement important des hormones thyroïdiennes dans la régulation de nombreuses fonctions métaboliques et tissulaires. Quand c'est dérégulé, malheureusement, les conséquences sont multiples et ça va dépendre de l'intensité de la dérégulation. À travers le monde, la pathologie thyroïdienne est extrêmement fréquente. C'est la seconde cause endocrine après le diabète et on a plus de 200 millions de personnes à travers le monde qui en souffrent. En termes d'études de cohorte, on est entre 2 et 6% de prévalence européenne. On doit être à peu près homogène ici sur le Moyen-Orient. Maroc et pourtour méditerranéen. Ce qui est extrêmement important, c'est l'accès qu'on peut donner, nous, biologistes, aux tests de fonction thyroïdienne. Donc les TFT, qui sont des tests destinés à mesurer l'état de fonctionnement de la glande thyroïdienne. On va travailler principalement avec 2 paramètres clés. L'hormone, le grand maître du contrôle de la fonction thyroïdienne, la TSH, et après on a un maître achat de confirmation qui est le dosage de la thyroxine libre. On est dans une visée diagnostique, et alors vous les utilisez aussi dans des visées de suivi, que ce soit de traitement de substitution, que ce soit de suivi onco. On est en Belgique, sous le regard, sous le contrôle de l'INAMI, et pas que les labos, mais aussi les pharmaciens et les prescripteurs. 2 chiffres. Entre 2005 et 2021, on est passé de 350 000 à 700 000 personnes supplémentées en thyroxine. Et je vous laisse imaginer l'augmentation des dépenses associées. Pour les tests de labo dédiés au bilan thyroïdien, entre 2014 et 2021, on est passé de 10 millions à peu près 15 millions de tests. Et donc l'INAMI nous dit, et les mecs, ça consomme trop, comment on peut réguler le rationnel de prescription. Donc ça, c'est un point sur lequel je reviendrai. Dans une biologie marocaine du futur, les biologistes sont des consultants pour une aide à la juste prescription par les collègues médecins. Indispensable, fondamental. Alors le maître achat, la TSH, parce que relation logarithmique entre les fluctuations des hormones circulantes et une réponse qui est exponentielle de la TSH. On surproduit, on freine la sécrétion de la TSH, on sous-produit, on la stimule, et de manière amplifiée. Et donc c'est très intéressant, c'est un très très bon détecteur précoce. Et on est dans un schéma de test où d'abord ce sera la TSH, d'abord la TSH, et puis après on peut envisager les prescriptions et notamment d'hormones comme la T4 libre. Et après on voit. Et on voit dans quel contexte clinique on se situe, dans quel type de test on va devoir jouer pour faire un diagnostic différentiel entre une cause auto-immune ou pas d'une pathologie thyroïdienne. Et derrière, les logiciels informatiques des labos nous permettent aussi d'avoir un certain nombre de tests réflexes. Le cadre de nomenclature peut-être, et je vous le souhaite aussi dans l'évolution actuelle de la nomenclature au Maroc, c'est les tests réflexes. Si votre médecin n'a prescrit que la TSH et qu'elle est anormale, le biologiste peut rajouter une hormone circulante, la T4 libre, de son propre chef et contribuer à un usage rationnel de nos tests de laboratoire. C'est le message clé.
Pas de symptômes, pas de nécessité de traitement, de test. Le maître achat, la TSH, je l'ai déjà dit. Une stratégie qui se base sur TSH, T4 libre si la TSH est anormale. Vous le retrouvez dans de nombreuses guidelines, que ce soit le NICE, que ce soit les guidelines de l'Association européenne de thyroïde ou de la TA. La mesure de la T3 libre en confirmation d'hyperthyroïdie, très très rarement recommandée dans des bilans d'hypo. Et donc là aussi, on l'utilise à bon escient. Derrière, voilà un point extrêmement important, on y reviendra, la bonne définition de valeurs de référence. Parce que sans des valeurs de référence personnalisées et ajustées, on risque de surconsommer aussi des tests thyroïdiens. Alors, on m'a demandé de venir avec des cas, et pour essayer d'être trop redondant avec certains exposés que j'ai pu faire ici au Maroc, j'ai repris donc ce cas de la TSH augmentée. Une illustration de ce que l'on peut voir, nous, comme biologistes, au travers de EPIC. Et donc, vous voyez, en un clic, on a assez facilement accès à tout le dossier du patient. C'est extrêmement important quand on veut analyser. Voilà, par exemple, ici, vous voyez ces bilans. Vous voyez la TSH. Vous voyez qu'il y a un antécédent. Hein, donc ça, je la chope en validation. Elle est avec un historique à 100 TSH, 2 points de T4 libre. Et puis, le 20 janvier, on est à 47,4 et on a 9,7. Et vous allez me dire derrière, c'est une belle... Oui, je l'ai entendu, hypothyroïdie. Et ce qui va... Voilà, vous voyez ici, j'indique sur les anticorps anti-TPO, on est positif. Vous allez avoir derrière le diagnostic. C'est une jeune fille de 12 ans, je pense, de mémoire, oui, voilà, 12 ans. Et vous avez un diagnostic d'une hypothyroïdie sévère dans le cadre d'une thyroïdite d'Hashimoto. Et on a voilà, tout le tableau biologique d'une belle thyroïdite d'Hashimoto. Elle était carencée en vitamine D. Là aussi, substitution avec de la décure. Et donc, ça fait partie de dans ce diagnostic différentiel. Évidemment, l'hypothyroïdie est une cause fréquente d'élévation de la TSH. Alors, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, mais en reprenant mes notes pour préparer la conf, j'ai trouvé que ce schéma était très intéressant. C'est une équipe anglaise qui l'a fait. Et donc, on va se trouver dans ce cas-là l'hexagone du dessous avec la TSH qui est augmentée. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le PDF si vous n'avez pas accès. Donc, n'hésitez absolument pas. Et puis les hormones thyroïdiennes qui sont anormalement basses, vous avez souvent la cause la plus fréquente, l'hypothyroïdie Hashimoto. Et puis vous pouvez aussi avoir d'autres contextes qui sont celui d'interaction médicamenteuse, d'exposition post-radiothérapie. Mais ça, c'est une des premières illustrations biologiques. Après, il y a la carence en iode. Ne l'oublions pas, vous restez, et aussi la Belgique, dans des pays où la déficience en iode reste importante. Donc, dans les conseils de supplémentation à la population, eh bien, le sel iodé est une alimentation qui le permet. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas facile. On est dans des contextes économiques qui challengent la bonne alimentation. Et donc, voilà, comment faire, toujours délicat. Ah, merci. Oui. Oui. On est d'accord. On est d'accord. On va la personnaliser. Bon. Je viens avec un deuxième cas. Et j'ai un deuxième cadeau à faire gagner pour celui qui me donne la bonne réponse.
On est dans une activité hybride au labo. On reçoit beaucoup de demandes de l'hôpital, centre tertiaire. On a aussi beaucoup de demandes de médecine générale. On est adossé à des cabinets de médecine générale comme labo partenaire. Et donc on reçoit cette demande. Bilan de santé, Denis, 44 ans, entrepreneur. On ne sait pas s'il est biologiste ou pas, mais 2 enfants. Pas de symptômes. Et la bio est passée. Vous voyez les résultats. Qu'en pensez-vous? Oui, infraclinique. On a consensus sur l'infraclinique? Oui. 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 Oui, voir les normes de la TSH, oui. 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 C'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Oui, c'est infraclinique. Cette biologie n'aurait jamais dû passer. Jamais. Comment est-ce qu'on peut prescrire un bilan aussi exhaustif en médecine générale sans symptômes? Jamais. Non. Juste non. Temps mort. Donc, il n'y a pas de cadeau. Ça me permet néanmoins de zoomer sur l'hypothyroïdie subclinique. Parce que ça reste... Le chocolat. Alors, nous allons rejouer ensemble. L'hypothyroïdie subclinique, oui, c'est quand même fréquent. Hein, ces valeurs de TSH que vous voyez anormalement élevées avec une biothyroïdienne qui était, pour le reste, même si elle était super et trop exhaustive, normale. L'hypothyroïdie subclinique se définit comme un tableau biologique où on a la TSH qui est anormalement élevée et le reste du bilan hormonal est normal. Il y a beaucoup de littérature, de guidelines sur la prise en charge de l'hypothyroïdie subclinique. Néanmoins, c'est une entité qui reste extrêmement controversée. Est-ce qu'elle existe réellement ? Est-ce qu'on doit la labelliser comme une pathologie ou pas? Traiter ou pas traiter? Débat continue de manière très importante. Si vous prenez la littérature sur le sujet, vous verrez que cette hypothyroïdie subclinique est associée à néanmoins des complications, qu'elles soient cardiovasculaires, qu'elles soient osseuses, cognitives, risque de démence. L'hypothyroïdie subclinique a peut-être plus de réalité encore ou de besoin de prise en charge dans des contextes comme la grossesse, où il pourrait être dommageable de laisser une TSH anormalement élevée laisser se développer. Et donc, la réflexion est en cours et c'est un débat qui anime aussi beaucoup au niveau de l'INAMI en Belgique. Si vous prenez la littérature, si vous prenez la discussion qui peut exister avec des groupes de cliniciens, force est de constater qu'on va avoir différents grades d'intensité dans l'hypothyroïdie subclinique. Vous allez avoir des valeurs modérément élevées, des TSH qui sont inférieures à 10, et vous allez avoir des TSH qui sont au-delà de 10, qui sont des pathologies subcliniques que l'on va classifier comme plus sévères. Et indéniablement, on se retrouve aussi confronté au cas de la problématique de l'âge et des valeurs de référence de la TSH chez le sujet âgé. Qui parmi vous a dans son laboratoire des valeurs de référence adaptées pour les plus de 65 ou 70 ans? Levez la main. Eh bien, félicitations. Parce que...
Alors, je pense... J'ai rendu DSH à 6, qui était normal, pas surligné, chez moi, chez un patient de 60 ans. Je pense qu'il va s'opposer à beaucoup de gériatres et à pas mal de consensus et de guidelines qui incitent justement, pour éviter de surdiagnostiquer l'hypothyroïdie chez le sujet âgé, de faire cet ajustement de valeur de référence. C'est nécessaire. Et donc, on a quelque part dans les papiers, et ici vous allez retrouver dans les guidelines du NICE, il est important de remettre dans un contexte, qui est d'un contexte, on a une valeur de TSH. Est-ce que c'est chez un sujet de plus ou moins de 70 ans et une réflexion de personnalisation des valeurs de référence semble juste et adapté au regard des guidelines et de ce qui se retrouve dans la littérature. Derrière, vous l'avez mentionné, on l'a entendu dans la salle, voilà, si on se retrouve hors cible après ajustement par rapport à l'âge, on va recontrôler. Et on peut recontrôler à 1 ou 3 mois, et ça peut dépendre aussi de symptômes. Si on se retrouve dans un cas de figure où la TSH persiste de manière élevée, on peut anticiper et essayer d'aller plus loin dans une réflexion complémentaire de mesures de valeur hormonale et d'auto-anticorps qui pourraient venir se positiver. Donc la recommandation des anti-TPO arrive, et notamment, mais ça fait partie des bilans de prise en charge en périnatalité chez aussi la femme enceinte. Et c'est dans pas mal d'algorithmes institutionnels, vous avez dans le bilan du couple, alors soit du couple infertile ou soit de la prise en charge avant IVF ou alors premier trimestre, l'importance de voir la santé thyroïdienne, TSH, les anticorps anti-TPO. Je vous rappelle qu'il y a quand même une certaine littérature qui associe la présence et la positivité des anticorps anti-TPO avec des complications pendant la grossesse. Et les anticorps anti-TPO sont ceux qui, parmi tous les auto-anticorps de la thyroïde, sont le plus associés à un risque d'infertilité. On a un degré malheureusement local gonadique d'activation d'une réponse inflammatoire qui peut être préjudiciable pour le bilan de fertilité. Il est évident que, pour revenir dans le contexte de l'hypothyroïdie subclinique, on est attentif aux valeurs de référence par fournisseur, même si les valeurs des différents fournisseurs s'harmonisent, on est toujours avec des valeurs qui sont un peu variables. Vous prenez les contrôles de qualité externes dans les différents pays, vous verrez des différences entre les fournisseurs, notamment pour la TSH. Je vous rappelle que la TSH, comme pas mal de glycoprotéines, est avec des degrés de glycosylation qui sont variables. Et en fonction de la glycosylation, on a une reconnaissance plus ou moins partielle par les différents dosages commerciaux. Et donc, important de valider dans vos labos aussi les valeurs de référence localement. Et après, de citer que, et ces dias sont déjà connus, l'harmonisation des dosages et de la TSH progresse et qu'on a une meilleure reproductibilité entre les méthodes. Et donc, on continue à gagner. Alors, je continue avec, militons pour des valeurs de référence personnalisées, que ce soit trimestre spécifique pendant la grossesse, TSH, T4 libre, et je ne peux que vous inviter à échanger avec les maternités avec lesquelles vous travaillez pour contrôler et vérifier dans des cohortes ces valeurs de référence pour des groupes de femmes enceintes au niveau du Maroc. Ça reste extrêmement important d'ajuster ces valeurs de référence TSH, T4 libre. Idem en pédiatrie
Et alors, de plus en plus, le poids et l'évidence pour les sujets au-delà de 60, 65 ans, où il est nécessaire d'avoir une approche où on a un seuil qui est ajusté vers le haut. On n'est plus aux alentours de 4, mais on va plutôt passer aux alentours de 7 en fonction des méthodes. Travail qui a été fait par nos amis de Lyon, qui ont redéfini des intervalles par tranche d'âge et qui ont reclassifié, ça doit être celle d'après, la proportion de sujets qui ont été recatégorisés comme avec hypo ou sans hypo. Et on est, vous voyez, en fonction des groupes, entre 25-40% de reclassification. Donc c'est vraiment extrêmement important. Oui, ça c'est pour une transition, mais la blague est un peu nulle. Je m'excuse. Oui, voilà, on fait ce qu'on peut. Je reviens sur mon petit schéma pour continuer et avancer sur le non-thyroidal illness, où toujours difficile d'encourager la prescription d'un bilan thyroïdien chez des patients qui sont hospitalisés ou qui sont avec une pathologie aiguë. On a, et vous le savez, une décompensation de la glande thyroïdienne pendant un épisode aigu. Et il faut attendre une restabilisation. Et donc, attendons un recouvrement de plusieurs semaines avant de contrôler une fonction thyroïdienne. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est une nécessité de bonne prescription aussi. Alors, ce sont des entités plus rares, mais qui peuvent après rentrer dans le diagnostic différentiel avec les équipes cliniques, les tumeurs qui vont sécréter de la TSH. Et vous allez tomber dans un cas de figure où vous allez avoir une sécrétion inadaptée de TSH. Donc vous allez avoir une valeur de TSH anormalement élevée. Et vous êtes confronté au cas aussi de valeurs d'hormones circulantes qui sont anormalement élevées. Donc soit vous êtes confronté à cette tumeur hypophysaire, ou soit vous pouvez être face à un diagnostic plus complexe qui va être celui d'une résistance aux hormones thyroïdiennes. Alors souvent, un élément d'intérêt, ça peut être le dosage des anticorps anti-récepteurs de la TSH. On est dans un diagnostic différentiel d'une maladie de base d'eau. Et après, recourir à de l'imagerie ou alors à des tests de suppression en stimulant avec de la T3. Après, il y a des bilans génomiques qui permettent aussi de confirmer l'origine génétique d'une résistance à des hormones thyroïdiennes. Ici, on est dans les moutons à 2-3 pattes. Ce n'est pas les bilans les plus courants. On en voit peut-être 1 ou 2 par an à Saint-Luc. On est centre de référence en pathologie thyroïdienne, donc ce n'est pas ce qui doit vous monopoliser en première intention. Alors oui, bon, désolé, ça ne s'affiche pas très bien. J'ai repris ce cas-là, il est relativement récent. Et alors il y a le nom de Maria Cristina Bourlacou, qui est une de nos référentes en pathologie thyroïdienne. Vous avez un bilan thyroïdien qui était un bilan stable. On avait quelqu'un qui était en hypo, qui a été relativement bien contrôlée, qui évolue correctement en 2021-2022, et puis elle vient en contrôle le 15 janvier 2023. Et puis, vous voyez, on a une TSH qui sort à 7,10. Et puis derrière, Christina, on se croise en staff, en bilan hebdomadaire d'endo, on parle un peu des cas et on évoque celui-là. On fait le dosage de la T4 libre qui est tout à fait normal. Et puis on regarde un peu dans les diagnostics différentiels et on met sur la table le cas de la macro-TSH. Vous connaissez les macroformes. On a traité cet échantillon au polyéthylène glycol et vous voyez 2,4 post-PEG. Et donc cette augmentation à 7,10 n'est pas
liées à l'instauration d'une hypothyroïdie, on est dans un contexte d'une interférence qui est liée à une macroforme, donc ça va être un complexe entre une TSH et des immunoglobulines, qui est biologiquement inactive, mais qui est immunoréactive avec nos dosages. Et donc ça fait partie du chapitre interférence. C'est quelque chose qui existe. Alors là aussi, c'était un phénomène, alors je ne veux pas mettre de crise d'angoisse dans la salle, c'était un phénomène qui était maîtrisé, rare, et pour lequel on est de plus en plus stimulé, et on commence à remonter un peu plus régulièrement de cas de macro-TSH. Alors il y en a dans la littérature, ça vous avez peut-être déjà vu l'image, et alors plus récemment, dans un des articles du e-journal de l'IFCC, un cas où on avait, vous voyez, superbe 99 de TSH après PEG de 92. Et donc ces cas existent. Ayez-le en tête. Ayez aussi peut-être l'un ou l'autre, et je suis sûr que certains d'entre vous utilisent le polyéthylène glycol dans la recherche soit de la macroprolactine, soit d'un autre phénomène dont vous ne négligerez pas les conséquences, qui est la macrovitaminose B12. Et donc on a un certain nombre de faux positifs qui sont liés à des macroformes. Et comment on le détecte? C'est un peu comme pour la recherche d'anticorps hétérophiles. Vous pouvez faire appel à un ami et doser avec une autre méthode. Ce phénomène de sensibilité à des macroformes est souvent fournisseur dépendant. Une précipitation au polyéthylène glycol va aussi assez vite vous démontrer qu'il y a un problème avec cette valeur anormalement élevée de TSH. Le dernier point sur lequel je vais insister aujourd'hui est celui de la variabilité biologique. Et donc ça, c'est de plus en plus comment nous pouvons intégrer les sources de la variabilité de paramètres comme la TSH. Et on sait qu'on a des variations qui vont être soit nictémérales, soit saisonnières, et donc avec des concentrations de TSH qui peuvent varier chez les individus. Et donc il est important, comme pour d'autres tests, d'utiliser des outils qui nous permettent de l'appréhender. Et donc ça, c'est ce qu'on avait publié avec Antoine Mérès il n'y a pas très très longtemps, avec un exemple d'un profil thyroïdien. Et vous voyez la TSH qui est au-dessus, la variabilité analytique. On est dans des standards de performance qui sont ceux qu'on attend. On est à moins de 1%. Par contre, vous regardez, et c'est un groupe de sujets sains qui, pendant 5 semaines, tous les mercredis matins, à 9h, a eu un prélèvement pour voir son bilan thyroïdien. Vous voyez, la variabilité intra-individuelle, elle est de près de 20%. Donc, sur 5 semaines, 20% chez les mêmes sujets. Et pour le groupe, on est à 38% en variabilité interindividuelle. Et donc, dans votre calcul de reference change value, ça nous amène quand même, quand vous vous adaptez, à un RCV qui est de près de 55%. Donc, pour des cliniciens qui font des mesures répétées de TSH dans le cas de suivi de pathologie, c'est important qu'ils aient en ligne de mire que la différence sera considérée comme statistiquement significative si finalement on est au-delà de 55%. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on peut les aider aussi, sur lesquels on peut mettre l'un ou l'autre des mémos dans nos LIS ou dans les EMR. Donc voilà, je vous renvoie aussi à cette réflexion quand on a notamment des discordances sur les paramètres du bilan thyroïdien, et c'était aussi tout à fait vrai pour ces exemples d'élévation de la TSH. Considérer le contexte, l'âge, considérer
si on est dans le cadre de changements autour de la grossesse, considérer s'il y a des traitements en cours, de la substitution. Là aussi, peut-être sage d'ajuster les valeurs de référence chez les sujets qui sont soumis à de la supplémentation en thyroxine, et alors les facteurs confondants et puis les interférences. Et je reviens sur un message qui est la juste prescription des hormones thyroïdiennes, parce que voilà, c'est le fameux syndrome du ZIP. Si vous prescrivez sans réfléchir, si vous prescrivez sans test de labo, vous avez 99% de chances d'avoir un qui va sortir positif. Et derrière, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Ulysse. C'est pour le médecin et pour le patient gérer les conséquences d'un positif qui n'avait pas été attendu. En termes de je déclenche un examen complémentaire, je déclenche une imagerie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc à l'arrivée, on y croit, on s'accroche, on est là, on est l'équipe de biologistes, les consultants qui connaissent et qui peuvent aider les cliniciens. Alors oui, j'avais pris un peu de musique, mais je ne sais pas si ça va marcher. Tant pis, ça ne marchera pas. Alors je vais devoir trouver une question pour faire gagner le dernier cadeau. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Le premier qui lève la main a gagné. Madame. Donc, sincèrement, merci pour l'invitation. Un plaisir d'avoir été avec vous. Et bravo sincèrement à toute l'équipe de la Chambre syndicale, parce que j'ai assisté à la session ce matin. Les problématiques sont des problématiques d'intérêt général. Et comment on sort de sujets aussi complexes? Il faut une certaine force collective et il faut des chevilles ouvrières pour ça. Et donc, bravo à vous.